Attention, please. Kick this shit. Salut les complotards, moi c'est Babar. Ouais. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous révéler tous les secrets des impôts. Enfin tous les secrets, pas forcément, mais plutôt un grand secret monétaire sur vos impôts, parce que vous allez voir qu'en vérité c'est pas vous qui payez vos impôts. Mais tout d'abord, si vous aimez mon travail, bien, ce serait très gentil de faire le petit clic, hein, le petit j'aime, le petit abonnement. Hein. Et puis si vous voulez casser du sucre sur mon dos, eh bien c'est gratuit en commentaire. Moi j'aime pas le sucre. Aussi, eh ben, comme d'habitude, eh ben, vous pouvez faire le super chat. Je sais pas encore si j'aurais fait quelque chose avec la boutique, j'espère. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, je veux aussi remercier tous les gens qui me font des dons. Et puis, si vous avez remarqué, eh ben, y a une meilleure qualité de vidéo. C'est parce que je viens de changer de téléphone portable. Hein. Je suis passé de Xiaomi à Google et forcément, la qualité d'image, elle se voit. Aussi, je vais essayer de faire assez vite aujourd'hui, pour la bonne et simple raison qu'il fait très chaud aujourd'hui et que la cagoule, c'est pas forcément super agréable. Donc, tout d'abord, moi, je vous inviterai à regarder deux vidéos avant celle-là ou après celle-là, mais dans l'idéal, ça serait mieux avant celle-là. Ce serait tout d'abord la vidéo sur le mensonge de la planche à billets, hein, le quantitative easing, et la deuxième vidéo, ça serait sur le réel pouvoir des banques centrales. Parce qu'en fait, on va aborder 2-3 notions comme la monnaie de banque centrale et la monnaie commerciale. Et je vais quand même faire un résumé vite fait, mais on va vraiment faire vite fait. Vous avez deux monnaies, grosso modo, même trois, mais bref. Vous avez la monnaie banque centrale et la monnaie commerciale. La monnaie banque centrale, elle est empruntée par les banques qui ont un compte à la banque centrale, tout comme l'État a aussi un compte à la banque centrale. Et donc, quand une banque, elle veut avoir de la monnaie de banque centrale, eh ben, il faut qu'elle donne un titre comme collatéral, hein, par exemple un titre de dette de la France ou quoi que ce soit d'autre. Sur ce titre, pardon, vous avez une décote, c'est-à-dire que par exemple, si la banque donne un bon au trésor français qui doit être remboursé en moins de 1 an, c'est-à-dire que l'État va vous rembourser dans moins de 1 an, hein, ça peut être un bon au trésor de 3 mois, 6 mois, 1 an. Eh ben, la décote va être de 0,5%, c'est-à-dire que si ce titre valait 100 €, eh ben, vous allez avoir que 99,5 € en monnaie de banque centrale. Mais en plus, la banque se prend le taux directeur de la banque centrale. Donc en fait, quelque part, emprunter de la monnaie de banque centrale, ça coûte très cher aux banques. Et puis vous avez la monnaie commerciale, c'est la monnaie que la banque vous prête quand vous faites un crédit. Il y a que deux façons de créer cette monnaie commerciale. C'est quand la banque vous fait un crédit ou à une entreprise ou quelqu'un de l'économie réelle, ou bien quand la banque rachète un titre ou un actif à une entité non financière. Voilà. Là, la banque, elle crée de la monnaie à partir de rien et elle achète le titre ou l'actif. Mais même si on vous dit que l'histoire de la réserve fractionnaire, il y a une corrélation entre la monnaie de banque centrale et la monnaie commerciale, justement, je vous ai déjà montré dans toutes mes autres vidéos que c'est totalement faux et je ne vais pas me répéter sur ça. Mais donc la banque commerciale, votre banque, eh ben, elle prête à gogo en fonction surtout de sa solvabilité. Et donc, forcément, elle n'a pas 100% de monnaie
de banque centrale par rapport à ce qu'elle a prêté en monnaie commerciale. Sachant que, pour que vous compreniez bien la suite des choses, on appelle aussi la monnaie banque centrale les réserves bancaires, parce que les banques doivent avoir un minimum de réserves bancaires selon la réglementation et en fonction de la banque centrale. Les réglementations de la BCE sur les réserves bancaires ne sont pas les mêmes que celles de la Fed aux États-Unis. Et donc, le truc, c'est que quand vous regardez votre compte en banque, eh ben, c'est une dette de la banque envers vous en cash. D'accord? La monnaie que vous voyez sur votre compte en banque, c'est de la monnaie commerciale, mais c'est une dette de la banque envers vous qu'elle vous doit en cash. Et comment est-ce que la banque, elle a du cash dans ses distributeurs? Eh ben, tout simplement, imaginons qu'elle ait 10 000 euros de réserve bancaire et qu'elle veut 1000 euros de cash dans son distributeur, eh ben, il va falloir qu'elle donne 1000 euros de réserve bancaire à la banque centrale et la banque centrale lui envoie 1000 euros de cash dans son distributeur. Donc à la fin, la banque a 1000 euros de cash dans son distributeur et 9000 euros de réserve bancaire sur son compte auprès de la banque centrale. Donc le cash, c'est quelque chose qui coûte très cher à la banque et c'est une fuite de liquidité pour la banque et c'est pour ça que comme elle a prêté beaucoup plus d'argent de monnaie commerciale qu'elle n'a de réserve bancaire sur son compte à la banque centrale, eh ben elle peut très vite faire faillite si tout le monde retirait tout son argent en cash. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour que ce cash puisse être émis dans l'économie réelle, il faut bien qu'il y ait une création de richesse en monnaie commerciale, parce que sinon ce cash ne peut pas traverser la barrière de l'économie réelle. C'est pour ça que les réserves bancaires, on ne peut pas dire que quand soi-disant la banque centrale fait de la planche à billets, ça atterrit dans l'économie réelle. Pas du tout en fait. Ça peut atterrir sous forme de cash, mais il faut qu'au préalable, les banques et créer cette monnaie commerciale, c'est-à-dire qu'elles aient prêté de l'argent à quelqu'un, donc il y a une richesse qui a été créée dans l'économie réelle pour que ce cash puisse traverser la passerelle de l'économie réelle. Voilà un petit peu ce que vous devez déjà retenir comme schéma, c'est très très important pour la suite. Parce que maintenant, on va étudier déjà qu'est-ce qui se passe quand en fait l'État dépense de l'argent dans l'économie. Et c'est pour ça que j'ai mis cet article de Macro Compass. Parce qu'on avait déjà vu un article à peu près similaire, mais il l'a ressorti avec des mises à jour par rapport justement à la dernière dégradation de la note des États-Unis, parce que vous aviez il y a 1 an ou 1 an et demi déjà une dégradation de la note et maintenant il y en a une autre. Donc à l'époque il avait déjà écrit un article, là il a réécrit un peu le même article mais en version améliorée. Et c'est très important de déjà comprendre comment les choses elles fonctionnent quand l'État émet de l'argent. Pour comprendre ensuite comment fonctionnent les impôts. Parce qu'en fait, tout le monde vous dit, tous ceux que Jovanovic, vous voyez là, tous les gros winners comme Jovanovic, qui disent que les gens comme moi sont des gros losers et des gros jaloux, et ils vous disent tous, ou les Tom Benoît ou pareil, ils vous disent tous que, grosso modo, ce qui se passe quand l'État émet par exemple un chèque énergie, qu'il vous envoie un chèque énergie de 100 euros ou qu'il émet de la dette, et ben en fait, il emprunte de l'argent sur les marchés financiers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'État n'accepte que la monnaie de banque centrale. Il n'accepte pas du tout la monnaie commerciale. Donc si vous suivez ce schéma, c'est-à-dire que pour que l'État soi-disant dépense de l'argent dans l'économie réelle, eh ben, il faudrait que les banques lui donne de la monnaie banque centrale. Or, dans ce schéma-là, il y a un trou quelque part, parce qu'on vous dit, oh, la dette, elle augmente, blablabla, que la masse monétaire, elle augmente, blablabla. Sauf que, si la banque envoie, je sais pas, par exemple, 100 euros pour acheter de la dette de l'État à l'État, eh ben, la banque, elle a 100 euros en moins dans ses réserves bancaires. Et donc, l'État se retrouve avec 100 euros
Et ces 100 euros, il va le redistribuer dans l'économie, puisqu'il a emprunté pour le redistribuer. Et donc, quand il va le redistribuer, bah, ça va retourner dans les réserves bancaires des banques. Donc, en fait, le niveau global total des réserves bancaires n'a absolument pas changé. Vous comprenez? Surtout qu'ensuite, bah, l'État, il doit donner un taux d'intérêt par rapport à l'argent qu'il a emprunté. Mais alors, je veux dire, au bout d'un moment, va y avoir un problème dans le système parce qu'il va falloir augmenter la masse monétaire de monnaie banque centrale. Et donc, ça voudrait dire que les banques vont donner un titre à la banque centrale avec une décote des actifs, se prendre le taux d'intérêt de la banque centrale pour avoir de la monnaie de banque centrale, pour ensuite racheter de la dette. Et je veux dire, quelque part, vous avez un trou qui est incompréhensible dans ce schéma-là. Et donc, bah, ça ne marche pas comme ça. Tous ceux qui vous disent que l'État emprunte de l'argent, c'est une aberration totale. Je vous rappelle que vous avez dit, et justement, c'est ce qu'on va voir, que l'État est un émetteur de monnaie parce que, par exemple, les pièces sont émises par le gouvernement et il vend ces pièces ensuite à la banque centrale. Par exemple, même les pièces de 1 centime, par exemple, elles coûtent, je crois, elle coûte 1,15 centimes, un truc comme ça, donc elles coûtent plus cher à produire que leur valeur faciale, et l'État les revend à 4,5 centimes, donc l'État s'est fait un bénéfice sur la revente des pièces à la banque centrale. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans ce que je dis, c'est que l'État est un émetteur de monnaie. Alors, je sais que dans mes commentaires, il y a aussi quelqu'un qui m'a sorti très intelligemment que, bah, soi-disant, pour les billets, c'était pareil. Parce que c'est vrai que d'un côté, les billets sont tous les mêmes et que les pièces ne sont pas les mêmes. Donc, on pourrait dire, oui, les pièces ont été émises par l'État et pas les billets. Et lui, il m'avait écrit, oui, mais vous avez des lettres d'authentification. Enfin, il y a une authentification d'où vient le billet. Alors ça, c'était pour les anciens billets. Pour les nouveaux billets, il y a juste écrit qui est l'imprimeur de ce billet, mais il n'y a pas écrit et vous avez que quelques imprimeries. Vous en avez pas 32 millions. Donc, je sais plus si la Roumanie, il me semble qu'il n'y a pas d'imprimerie en Roumanie, mais bref. Mais ça se fait très bien que la Banque de France imprime des billets pour la Roumanie. Donc, en fait, les billets sont toujours émis par la Banque centrale. C'est juste que vous avez différents imprimeurs, mais l'État est toujours un émetteur de monnaie parce que c'est l'État qui émet réellement les pièces, contrairement aux billets. Donc on va reprendre vite fait l'article. Et donc voilà, il nous disait tout gouvernement qui fait des dépenses déficitaires et émet des obligations dans sa propre monnaie, comme blablabla, il choisit simplement de stimuler l'économie en imprimant de l'argent pour le secteur privé. Elle n'a rien à rembourser. Si elle tente de le faire par le biais d'excédents budgétaires, elle provoquera l'effet inverse et finira par nuire au secteur privé par le biais d'impôts plus élevés. Et ça devrait déjà un petit peu vous marquer parce que vous allez dire, bah, c'est bizarre, tiens, si l'État est en excédent budgétaire, on va nuire à toute l'économie, et bien vous allez voir comment. Le processus de création de la monnaie par les déficits budgétaires pour le secteur privé est expliqué dans le graphique du contenté. On verra ça après. Donc la première étape consiste pour le gouvernement à gonfler son bilan pour imprimer de la monnaie destinée au secteur privé, c'est-à-dire créer des déficits, ce qui accroît la valeur nette des ménages et des entreprises dont les dépôts bancaires nets augmentent. Ces dépôts finissent dans les banques qui voient à leur tour leur actifs réserves augmenter. Les banques échangeront ensuite ces réserves contre des obligations lors d'enchères où les gouvernements américains financera ces déficits en émettant des obligations et où les principaux négociants et les investisseurs étrangers se présenteront pour acheter des obligations.
Et donc là, il vous disait que voilà, oulala, vous savez, on entend la même chose en France, que oulala, payer des milliards et des milliards en frais d'intérêt, ça doit être sûrement effrayant, comme ils disent. Alors c'est vrai que les Américains, c'est 1000 milliards, nous c'est moins, mais voilà. Et donc, il dit, qu'est-ce qu'il répond, Macron? Pas vraiment. Pour chaque dollar que les États-Unis payent en intérêt sur la dette, il y a un investisseur qui gagne de l'argent sur les taux d'intérêt sans risque qu'il collecte en détenant des obligations du Trésor. Répéter ce concept est utile pour démystifier le système monétaire. Oui, la dette publique et les paiements d'intérêts américains augmentent, mais ce n'est pas comme si les États-Unis devraient choisir entre dépenser en intérêts et dépenser de l'argent pour les soins de santé. Le bilan du gouvernement ne fonctionne pas comme le nôtre, c'est-à-dire comme les ménages. Et après, il disait, la véritable limitation aux dépenses déficitaires à contrôler est l'inflation et la rareté des ressources. Exemple principal de 2021-2022, les pénuries Covid, et non certaines contraintes budgétaires typiques d'un ménage. Et donc, vous allez vite comprendre comment ça se passe. En fait, au début, on va peut-être... on peut pas augmenter un petit peu, là, parce que c'est petit. Au départ, l'argent, l'État dépense de l'argent qu'il n'a pas. C'est-à-dire que ici, vous avez déficit spending, moins 100, si c'est 100 dollars, et bond, ça c'est les bons au trésor, la dette, achetée par les banques, plus 100. Mais vous voyez, il y a le petit 1 et le petit 2. Donc en premier lieu, comme je vous ai dit, l'État est un émetteur de monnaie. Et pour qu'il n'y ait pas un trou, si vraiment le déficit c'est de la planche à billets, il faut que l'État émette de la monnaie banque centrale en premier lieu. D'accord? Et ce qui est très important à comprendre, c'est que c'est dans son passif. C'est-à-dire que son compte en banque, le compte en banque du gouvernement, il est dans les actifs. Ok? Ce qui est un passif de la Fed. Comme les réserves bancaires qui sont justement la monnaie de banque centrale et le reverse repo, on verra peut-être pas ça aujourd'hui. Mais donc ce qui se passe, c'est que quand le gouvernement il dépense à partir de rien 100 dollars de monnaie de banque centrale, ça arrive dans les actifs de la banque. La banque, elle reçoit d'abord du gouvernement 100 dollars de monnaie de banque centrale. Ok? Et donc, que va faire la banque ensuite? Elle va créer 100 dollars de monnaie commerciale. Enfin, ça pourrait être 100 euros, hein, ça marche de la même chose en France. Et donc ensuite, vous, c'est justement ce qui se passe, vous recevez votre chèque énergie, vous mettez votre chèque énergie à la banque va recevoir 100 euros de réserve bancaire, de monnaie de banque centrale, et elle va créer 100 euros de monnaie commerciale qu'elle va déposer sur votre compte. Et là, vous pouvez le retirer en cash. La banque, elle, ça lui coûte rien puisqu'elle a reçu ces 100 euros de réserve bancaire pour collatériser les 100 euros qu'elle a créé, qu'elle a mis sur votre compte. Donc là, ça coûte rien en cash. Ok? Et justement, c'est là où on voit que justement, vous avez ces 100 euros qui apparaissent à household, c'est vous. Ok? Ok, j'espère que c'est bien compris. L'État émet d'abord 100 euros de monnaie banque centrale qui arrive sur le compte de votre banque et votre banque crée ensuite 100 euros de monnaie commerciale qu'elle dépose sur votre compte et que vous pouvez retirer en cash. Mais si vous ne les retirez pas en cash, les 100 euros de monnaie banque centrale que la banque a reçue, comme c'était ici, elle peut racheter la dette de l'État, des bons au trésor. Et donc c'est là le petit 2, c'est-à-dire elle a reçu 100 euros de monnaie banque centrale, qu'est-ce que je veux en faire? Je vais acheter de la dette, comme ça j'ai un collatéral, j'ai un actif qui peut servir de collatéral où je peux avoir aussi le taux d'intérêt, ce qui me fera gagner de l'argent. Donc les 100 euros ils disparaissent, justement, c'est à ce moment-là que le gouvernement il émet des bons au trésor et des obligations, il émet de la dette à acheter, et donc, bouf, l'argent revient sur le compte
du gouvernement et la dette arrive dans le bilan, dans les actifs de la banque. Et donc là, vous avez une augmentation de la masse monétaire en monnaie de banque centrale et aussi de l'économie réelle puisque le gouvernement a directement dépensé de l'argent dans l'économie réelle. Mais donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas l'État qui a emprunté de l'argent, l'État il a émis de l'argent à partir de rien et ensuite il vend une garantie qui est la dette. Voilà comment ça fonctionne. Et en plus, on verra après par une source officielle que ce que je vous dis, c'est totalement la vérité. Et donc, c'est déjà un schéma qui est quand même pas mal contraire à tout ce qu'on vous explique. Et donc, justement, on vous dit, oulala, vous souvenez-vous, on vous dit tout le temps, oulala, la dégradation de la note de la France, oulala, les taux d'intérêt vont exploser, oulala, ça va être incroyable, et ça va être l'apocalypse. Et donc, on vous dit, ok, mais comment la dégradation de la note de Fitch affecte-t-elle les investisseurs et les acteurs de marché? Le point clé est que les bons au trésor américains sont désormais notés AA+, au lieu de AAA. Les bons au trésor américains sont la forme de garantie la plus utilisée au monde en raison de leur notation élevée, de leur liquidité, de leur marché de pension étendu et de leur solide fondement démocratique état de droit. Est-ce que la dégradation affecte cela? Et donc là, vous avez quelque part, c'est les accords de Bâle 3 qui vous disent que grosso modo, de AAA jusqu'à AA-, vous avez 0% pondération des actifs. C'est-à-dire que quand une banque, elle a, on va prendre l'exemple américain, ou même français, puisque nous on est noté AA-. Quand une banque, elle a un bon au trésor français qui est noté AA-, eh ben, elle n'a pas besoin de fonds propres pour le garantir en face, c'est 0%. Si la note est de A+ jusqu'à A-, ça serait 20%. C'est-à-dire que si la banque a 100 € de dette, eh ben, on multiplie ces 100 € par 20%, ça fait 20%, et grosso modo, il faut 10% de fonds propres, et 10,5, mais bon, j'ai fait une vidéo sur les fonds propres, on va pas chipoter, on va dire 10%, et donc ça voudrait dire qu'il faudra que 2 € de fonds propres pour garantir les 100 € de l'actif qui est de la dette de l'État. Ok, et donc là on pourra dire ah oui, on voit même si en plus on tombe triple B, il faut 50%, ça augmente beaucoup, blablabla. Et donc on nous dit les banques commerciales sont de gros acheteurs de bons au trésor, elles les utilisent comme actifs liquides réglementaires, les HQLA, comme garantie et aussi parfois comme actifs pour couvrir les risques de taux d'intérêt sur leurs passifs. Dans le cadre réglementaire Bâle 3, introduit il y a 10 ans, impose des exigences de fonds propres de 0% pour les obligations notées entre AAA et AA-, dans le cas de son approche standardisée. Parce qu'en plus, ça, ce que je vous ai expliqué, c'est l'approche standardisée. Mais vous avez aussi, les banques ont le droit à leur modèle interne, et leur modèle interne sur la pondération des actifs ne doit être qu'à 72,5% du modèle standard. C'est-à-dire que si elles devaient avoir 100 € de fonds propres, ben elles ont le droit, avec leur modèle interne, d'avoir que 72,5 €. Et donc voilà, ils vous disent que même dans l'approche standardisée, l'abaissement à AA+ n'aurait aucune incidence. Et il dit aussi la plupart des banques optent en effet pour une approche fondée sur la notation interne, basée sur des modèles internes, et dans ce cas, la plupart des juridictions appliquent une exception pour toute obligation d'État national notée investissement grade, ce qui lui attribue automatiquement une pondération de 0%. En résumé, pour les banques, cette dégradation ne fait aucune différence. Et là, on vous explique aussi que les bons au trésor sont aussi largement utilisés comme garantie dans les opérations de pension, les repos, machin chose, d'accord? Donc, il vous dit, par exemple, les fonds de pension et les compagnies d'assurance prêtent leur liquidité non garantie déposée dans une banque contre une garantie pour améliorer la sécurité de leurs dépôts en espèces dans le cadre d'une opération dite de pension inversée. Un prêt garanti avec des obligations américaines en garantie, par exemple un rachat inversé, est plus sûr que de placer
de l'argent liquide non garanti dans une banque. Et donc on vous dit, une dégradation affecte-t-elle le statut de collatéral des bons au trésor américains? Parce que là, avant, je vous ai dit qu'une banque, quand elle a un bon au trésor, elle doit avoir des fonds propres en face, c'est ce qu'on appelle la pondération des actifs. Mais quand justement ils s'échangent des actifs, ou quand vous voulez échanger cette dette contre de la monnaie banque centrale à la banque centrale, c'est ce que je vous ai expliqué avant avec les 0,5%, vous avez une décote des actifs. Et donc là, vous avez le tableau de BAL 3 qui vous dit, comme je vous ai dit avant, moins de 1 an de triple A jusqu'à A-, c'est que 0,5% en décote pour la dette d'État. Après, vous avez d'autres trucs. Et donc, il vous dit, comme vous pouvez le constater, les obligations notées entre AAA et AA- tombent dans le même panier, peu de décote requise. Donc, grosso modo, voilà, les dégradations de la note de Moody's n'affectent pas le rôle des bons au trésor américains dans le monde de la plomberie financière. Les banques sont toujours confrontées à des pondérations de risque de 0% lorsqu'elles achètent les bons du trésor, et le rôle des obligations américaines en tant que principale garantie sous-jacente au marché mondial des pensions reste intact. Et bon, je sais pas si on verra après, mais grosso modo, voilà, il n'y a aucun impact. Mais ça, c'est pour BAL 3. Et on va revenir vite fait sur une vidéo que How to Bitcoin a fait avec Théo Mogenet. Alors, qu'on soit bien clair, Théo Mogenet, c'est pas un guignol comme Tom Benoît ou Jovanovic. J'ai du respect pour lui et il est pas là à vous raconter des conneries, et quand il se trompe, c'est pas par un manque de travail ou parce que c'est un guignol qui raconte n'importe quoi. Je dirais plus, c'est soit parce qu'il s'est auto-intoxiqué dans son milieu, comme le disait Alexandre Lohmann, que quand on est dans un milieu d'économistes, bon, même si c'est pas un économiste, mais on s'auto-intoxique en restant enfermé dans ce milieu, et aussi parce que il est resté trop académique dans les choses qu'il a apprises. Et justement, il nous parlait, il me semble, je sais plus où dans la vidéo, mais que la dégradation de la note de la France pourrait avoir un impact sur, grosso modo, le bilan des banques. Je sais plus comment est-ce qu'il a dit ça, mais voilà. Et là, on va voir que en fait, c'est pas du tout vrai, parce que en fait, lui parlait de BAL 3, ouais, c'est bien. Donc, si par exemple la France passait à une note de A+ à BBB-, eh ben, au lieu que la décote des actifs soit de 0,5%, ça serait de 1%. Ok, et on vous dit que grosso modo, si là la France baissait encore d'une note selon le tableau de BAL 3, eh ben, il y aurait 20% de pondération des actifs. Ok, au lieu de 0% aujourd'hui. Mais alors déjà, il va falloir voir la chose non pas au niveau de l'Union européenne, mais au niveau du monde entier. Parce que je vous ai déjà dit, une des grosses questions à laquelle personne ne répondra, et c'est une question interdite, c'est combien de fois un bon au trésor français peut être réhypothéqué pour emprunter des dollars. Parce que souvenez-vous qu'il y a plusieurs vidéos, je vous ai justement parlé du coefficient multiplicateur de collatéral, c'est-à-dire combien de fois la dette des États est réhypothéquée dans le système pour obtenir de la monnaie. Et je vous invite à voir cette vidéo. Et donc, il faut voir, par exemple, la dette de la France, vu qu'on parle des impôts et qu'on va y arriver après, quelle est la place des bons au trésor français dans le monde entier, et est-ce qu'une dégradation de la note de la France serait important? Et donc là, on arrive... parce que si vous voulez regarder la réglementation mondiale, il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis, au niveau de la Fed. Et donc là, on est sur le Code of Federal Regulation. Hein. Je peux pas faire mieux. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça, c'est justement par rapport à la pondération des actifs.
combien est-ce qu'on doit avoir de fonds propres en face de la dette des États, d'accord? Risk Weight for Sovereign Exposure. Et donc là, il y a écrit ouais, CRC, si vous êtes entre 0 et 1, c'est 0%, 2, c'est 20%, 3, c'est 50%. Bizarrement, il n'y a plus de notes. Et on vous dit OECD member with no CRC, c'est 0%. Non OECD member with no CRC, c'est 100%. Et ceux qui ont fait défaut sur la dette, c'est 150%, comme la note 7. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, en fait, l'OECD, c'est l'OCDE. Et donc, le CRC, c'est Country, je l'avais déjà montré dans une vidéo, c'est Country Risk Classification. Et donc, c'est là où l'OCDE note les pays. Donc, en fait, Moody's et machin chose, on n'en a rien à foutre. Et si on prend le cas de la France, par exemple, eh ben nous, on est... alors, ils nous mettent entre parenthèses 6-7, mais vous allez voir ce que ça veut dire 6-7. Donc 6-7, et ça veut dire high Income OECD Country Not Reviewed or Classified. Et 7, c'est High Income Euro Area Country Not Reviewed or Classified. Donc, si vous êtes dans l'Union Européenne ou que vous êtes un pays riche comme la Suisse, eh ben, vous êtes non classé. Ok, parce que par exemple, vous prenez United Kingdom, là, le Royaume-Uni, ils sont plus dans l'Union Européenne, donc il y a juste le 6, il n'y a pas le 7, et ils sont non classés. Donc, le CRC, c'est no classified. Et vous voyez, même Tuvalu, pas classifié. Regardez, même la Micronésie, c'est pas classifié. Malte, c'est pas classifié. Il y a plein de pays qui sont pas classés et qui sont... regardez, Macao aussi. Bon, après, vous allez me dire, voilà, machin chose. Et si vous regardez, même la Grèce n'est pas classifiée. Alors, ça aussi, c'est toujours marrant. Maintenant, on compare toujours la France à la Grèce. Mais on parle de la Grèce d'il y a presque 15 ans. Donc, faudrait peut-être... Il y a pas mal de choses qui ont changé en Grèce depuis qu'il y a eu la chute de la Grèce, d'accord? Donc, comme la France est un membre de l'OCDE sans classification, la pondération est de 0%. Et la France pourrait baisser encore de je ne sais pas combien de notes jusqu'au fin fond du puits. Eh ben, la pondération serait toujours de 0%. Et ce, j'ai envie de dire, tant qu'elle est dans l'Union Européenne. Mais bon, j'ai envie de vous dire, tant que vous êtes un grand pays, une grande puissance mondiale et que vous n'êtes pas la Russie, vous êtes à 0% de pondération, même aux États-Unis. Donc pour une banque américaine qui aurait de la dette française dans son bilan, la pondération c'est 0. Et au niveau de la décote des actifs, eh ben... c'est pareil, en fait, vous prenez, justement, c'est par rapport au tableau qu'on a vu précédemment. Si vous êtes à 0, eh ben, tant que vous êtes à 0 de pondération des actifs, qu'importe votre note, eh ben, vous avez toujours cette même pondération. Maintenant, au niveau de l'Union Européenne, eh ben, si vous êtes un pays, eh ben, voilà, public sector bond et blablabla, et exposure to central bank, c'est 0% de pondération des actifs. Donc, la France, elle peut baisser de note. Pour l'instant, ça ne change rien. Il y a juste un truc qui change. C'est au niveau de l'Union Européenne, c'est par rapport à la décote des actifs. Mais la France peut encore baisser de plusieurs notes que ça changerait rien. C'est-à-dire que la décote des actifs, comme je vous ai dit là, 0, 1 year, donc catégorie 1, c'est justement central gouvernement debt, instrument, blablabla. Et ben c'est 0,5%. Comme ce que je vous avais dit. Mais par contre, si vous passez en dessous de la note de la 2 à moins, sachant que nous on est à A à moins, donc encore tout le spectre de A, on peut baisser de plusieurs notes encore, d'accord? Et bien là, vous passez à 5,5%, ce qui est quand même plus important.
Et donc c'est pour ça que je vous dis que ce qu'il vous dit dans cette vidéo, où il vous dit que ça affecte grosso modo le bilan des banques si on baissait encore de notes, bah pas du tout. Et donc maintenant on va parler réellement des impôts. Souvenez-vous de ce schéma. C'est-à-dire que, je vais répéter, l'État émet d'abord de l'argent, on va dire les 100 euros, en monnaie de banque centrale, qu'il émet à partir de rien, qu'il envoie aux banques, qui reçoivent ces 100 euros de monnaie de banque centrale, et qui créent 100 euros de monnaie commerciale qui vont sur votre compte et que vous pouvez retirer en cash. Et si vous les retirez pas en cash, la banque a toujours ses 100 euros de réserve bancaire et elle peut acheter la dette nouvellement émise pour garantir les 100 euros de déficit qui ont été émis. Mais maintenant, les impôts, ça va dans l'autre sens. Alors déjà, si vous regardez quand vous faites un virement aux impôts, normalement, vous voyez que le compte du Trésor public, il est à la Banque de France. Or, la Banque de France n'accepte que de la monnaie de banque centrale, tout comme le gouvernement n'accepte que de la monnaie de banque centrale. Or, vous, sur votre compte, vous n'avez que de la monnaie commerciale. Et si vous voulez payer vos impôts en cash, qui serait comme les payer en monnaie banque centrale, vous ne pouvez pas payer vos impôts pour plus de 300 euros en cash. Donc si vous payez pour 300 euros d'impôts en cash, là c'est vraiment vous qui avez payé les impôts. Mais si vous payez par tout autre moyen de paiement, ce n'est pas vous qui payez les impôts. Quand vous allez envoyer l'argent au trésor, en fait, votre monnaie commerciale, elle ne va jamais arriver au gouvernement. Les 100 euros par exemple d'impôts que vous allez envoyer par virement ou par chèque ou par ce que vous voulez, ne vont jamais arriver au gouvernement. Ces 100 euros vont être détruits du système. Et l'entité qui va payer vos impôts, c'est les banques qui vont envoyer des réserves bancaires à l'État. Est-ce que vous comprenez? C'est les banques qui payent vos impôts. Ce n'est pas vous. Vous, votre argent, il est simplement détruit. On est où là? Et ça, trouvez-moi quelqu'un qui vous l'explique. Trouvez-moi quelqu'un d'autre que moi qui vous l'explique. C'est pas normal que ce soit Babar le complotard qui vous explique ça. Trouvez-moi un Jovanovic, un Tom Benoît, un Philippe Béchade, un Delamarche ou qui vous voulez qui vous explique ça. Donc, je résume bien, pour bien que vous compreniez. Si vous avez 100 euros d'impôts à payer, que vous envoyez un chèque ou un virement, ou tant que vous ne payez pas en cash, votre argent est détruit et c'est la banque qui envoie de la monnaie de banque centrale de son compte au compte du gouvernement. Et donc, si le gouvernement augmente les impôts, ça peut créer un risque pour les banques de faire faillite. Tout comme, de la même manière que si tout le monde retire son cash, la banque peut aussi faire faillite. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je suis en train de vous dire? Les impôts, c'est une fuite de liquidité pour les banques. Et là, commencez à réfléchir à tout le système, comment il fonctionne, et toutes les merdes qu'on vous raconte. Et ça, moi je peux vous le prouver. Je suis sur la page chapitre 1 de la monnaie, mise à jour en mai 2022 de la Banque de France. C'est un papier officiel. Et qu'est-ce qu'on vous raconte? Les limites au pouvoir de création monétaire des banques commerciales. Si les banques commerciales ont le pouvoir de créer de la monnaie par simple jeu d'écriture, ce pouvoir n'est pas illimité. La première limite au pouvoir de création monétaire des banques commerciales réside dans la condition d'une demande de crédit des agents non financiers considérés comme solvables. Donc vous, une entreprise, n'importe qui.
quand vous faites un crédit. Après, ils le disent pas aussi, ça c'était la Bundesbank qui le disait, que en fait cet argent est aussi créé quand une banque achète un actif à une entité non financière. Vous avez un bon au trésor, la banque veut vous acheter ce bon au trésor, elle va créer de la monnaie commerciale à partir de rien qu'elle va déposer sur votre compte pour acheter votre bon au trésor. Et donc, en fait, quand je vous explique ça, c'est du quantitative easing de banque commerciale et ça se fait tous les jours. Mais personne va vous expliquer cela parce que sinon, il faut bien dire oh là là, la planche à billets, oh la planche à billets, oh là là, c'est grave. Et puis ensuite, il faut vendre de l'or. En outre, les exigences prudentielles imposées aux établissements de crédit qui doivent disposer de capitaux propres à proportion des crédits qu'ils consentent et respecter des exigences de liquidité constituent également une limite à leur activité de crédit et donc à leur pouvoir de création monétaire. Alors ça, c'est du langage de banque centrale, c'est de dire « Ouh là là, on a mis des réglementations pour que les banques ne puissent pas prêter à gogo. » Mais les banques peuvent passer très facilement au travers de ces réglementations. C'est comme on l'a déjà vu dans plein d'autres vidéos, dans celle que je vous ai déjà dit de regarder, la seule limite aux banques dans la création monétaire, c'est leur solvabilité à elles. Par ailleurs, les banques doivent pouvoir présenter sur le marché interbancaire pour y combler un déficit de trésorerie. Plus elles prêtent, plus elles créent de monnaie et plus leur déficit s'accroît. C'est-à-dire que plus elles créent de monnaie commerciale et plus l'écart entre ce qu'elles ont émis en monnaie commerciale et ce qu'elles ont en monnaie banque centrale est important. C'est ça ce qu'ils appellent déficit. Il n'en reste pas moins que, prises dans leur ensemble, elles présentent habituellement un besoin de refinancement par la Banque centrale. Ce besoin provient d'abord de ce que ces avoirs permettent aux banques commerciales de régler auprès de la Banque centrale les billets qu'elles souhaitent acquérir pour répondre aux demandes des agents non financiers. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est que quand les banques commerciales veulent avoir des billets dans leurs distributeurs, il faut qu'elles donnent de la monnaie de banque centrale. Ainsi, plus la demande de billets ou de devises de ces agents non financiers est importante, plus le besoin des banques commerciales en refinancement auprès de la Banque centrale est important. Une autre fuite pour les banques résulte de ce que le Trésor détient un compte à la Banque centrale. Les recouvrements d'impôts conduisent ainsi à une baisse des soldes des comptes des banques auprès de la Banque centrale, tandis que les dépenses du Trésor augmentent les comptes des banques. C'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas le Trésor, l'État qui emprunte de l'argent, c'est l'État qui émet de la monnaie à partir de rien et, comme vous dit la Banque de France, augmente les comptes des banques qui ensuite peuvent racheter de la dette. Et comme je vous l'ai dit, les impôts, c'est une fuite de liquidité pour les banques. C'est les banques qui payent réellement les impôts. Les versements au trésor public constituent, avec la demande de billets, des facteurs autonomes de la liquidité bancaire. C'est ce que je vous ai dit. Et après, avec les euros numériques, ça sera un troisième volet. Mais une banque peut faire faillite si on demande aux gens de payer trop d'impôts. Tout comme une banque peut faire faillite si tout le monde retire son cash au distributeur. Enfin, le besoin de refinancement des banques est accru par un instrument politique monétaire, les réserves obligatoires, blablabla. Tout ça, c'est c'est notre réglementation qui impose ceci, cela. Toujours pareil, ça c'est des langages de banquier central. Individuellement, un établissement peut aussi emprunter sur le marché interbancaire. Mais les banques dans leur ensemble ont un besoin de refinancement qui doit être satisfait par la Banque centrale, seule capable d'émettre la monnaie centrale. Ok, c'est ça, il faut bien le comprendre, c'est que tous ces marchés interbancaires, ce sera important pour quelque chose qu'on verra après. Au départ, le financement vient toujours de la Banque centrale.
Donc, s'il y a un taux d'intérêt positif et une décote des actifs quand vous empruntez de la monnaie à la banque centrale, que le système emprunte de la monnaie à la banque centrale, eh ben, cette monnaie de banque centrale coûte extrêmement cher. Et vu qu'il y a un taux d'intérêt où il y aura toujours un trou, eh ben, il faut tout le temps emprunter de plus en plus. Il y a un effet comme ça, un petit peu boule de neige. Et c'est là où l'État intervient et fait du déficit et permet de combler tous ces trous. Alors, t'as une dette, tu vois. Je sais pas, t'as pas payé ton plombier, il y a un huissier qui vient chez toi. Normalement, le fait que le crédit de ton compte passe au compte du plombier, ça éteint la dette. Donc ça, c'est, on va dire, d'un point de vue jargon économique, la définition de la monnaie dans le système fiat. C'est la capacité à éteindre une dette. Et donc, ça a vraiment cours légal. Par contre, si... Voilà, et ça, je suis absolument pas d'accord du tout, parce que la seule monnaie qui a cours légal, eh ben, c'est le cash. Et c'est écrit ici, la monnaie centrale qui seule a cours légal sous sa forme fiduciaire, billets et pièces, et est disponible pour tous, à tout moment. Garantie par sa fonction d'ancrage et la stabilité du système monétaire et financier, blablabla. Et que grosso modo, c'est un principe d'interchangeabilité entre le cash et la monnaie commerciale. D'accord? Donc, voilà, ce que nous dit Théo Mogenet, c'est totalement faux. Quand de l'argent passe de votre compte au compte de votre plombier, eh ben non, ça n'a pas cours légal. Seules les pièces, si vous faites un virement, si vous payez en cash, si vous payez par tout autre moyen de paiement, ça n'a pas cours légal, justement parce que lui nous parlait des moyens de paiement et que il y avait plein de moyens de paiement qui en vérité n'avaient pas cours légal. Mais non, il y a un seul moyen de paiement qui a cours légal, c'est les pièces et les billets. Et souvenez-vous aussi de la vidéo que vous avez fait, plusieurs vidéos que je vous ai fait sur les euros numériques, où je vous disais que s'ils faisaient des euros numériques, c'était aussi pour une histoire de crédibilité. Et donc, qu'est-ce qu'il nous disait ici? Il nous disait que voilà, depuis la grande crise financière, on conduit la monnaie centrale à prendre une plus grande place dans les paiements de gros. Ces évolutions structurelles modifient l'équilibre entre monnaie centrale et monnaie commerciale, réduisant la place relative de la monnaie centrale dans les paiements de détail et l'augmentation dans les paiements interbancaires. Dans ce contexte, l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale pour la zone euro viserait à présenter le bon fonctionnement des systèmes de paiement en garantissant le rôle d'ancrage de la monnaie centrale tout en soutenant l'innovation, blablabla. Donc c'est toujours pareil, c'est qu'ils veulent faire un euro numérique parce qu'on ne peut pas payer en cash sur internet et que les gens payent de moins en moins en cash. Donc comme le cash, c'est de la monnaie centrale et c'est la seule qui a cours légal. Plus les gens utilisent la carte bancaire ou autre, et plus la banque centrale perd en crédibilité. Donc c'est ce que je vous ai toujours dit, il faut un euro numérique d'abord pour un principe de crédibilité. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de danger, tout ça, allez voir mes autres vidéos. Mais bon, retenez surtout que quand vous payez vos impôts, votre argent n'arrive jamais aux impôts, il est détruit et, et c'est la banque qui paye vos impôts. Et donc là, j'ai un article assez intéressant de Zero Hedge. Alors moi, contrairement à Charles Sana, je m'amuse pas à pomper Zero Hedge et à dire que c'est mon travail. D'accord. Alors, il y a plein de choses où je suis pas du tout d'accord avec Zero Hedge, mais cet article est plutôt intéressant. Ça veut pas dire que je suis 100% d'accord avec tout, mais c'est pour vous expliquer que ce que je viens de vous dire sur les impôts, c'est encore pour vous prouver une nouvelle fois que ce que je viens de dire sur les impôts, c'est la vérité. Et donc justement, on vous dit l'ampleur des recettes fiscales d'avril de cette saison dépassera très probablement celle des années précédentes, ce qui signifie qu'un montant de record de liquidité bancaire va s'écouler du système financier.
C'est ce que je vous ai dit. Et ça datait de octobre dernier, donc il n'y a pas très longtemps. Une augmentation d'$1 du solde de trésorerie du Trésor dû aux recettes fiscales signifie généralement une diminution d'$1 des liquidités bancaires. C'est ce que je vous ai dit. C'est les banques qui payent les impôts. Alors que les courtiers atteignent déjà les limites de leur bilan pour tenir les marchés de bons au trésor, la ponction sur les liquidités bancaires ajoutera une forte pression à la hausse sur les coûts des pensions livrées et se répercutera sur le marché des bons au trésor au comptant. Donc en fait, ça va avoir un impact sur les taux d'intérêt du repo. Et souvenez-vous que justement, toujours dans cette vidéo, Théo Mogenet nous dit, je crois que c'était vers la fin, il nous parle de la crise du repo en 2019, où il nous dit, tiens, mais je comprends pas d'où ça vient. Et on va voir ça après. Et donc là, il nous dit que dans les 6 mois, voilà, le 15 avril, les Américains payeront les impôts. Et donc voilà, il vous dit, leurs banques règlent respectivement ce paiement en transférant un montant équivalent de réserves bancaires du système bancaire vers le compte du Trésor. C'est ce que je vous ai expliqué, appelé compte TGA. Donc c'est ce que je vous dis, ça passe des réserves au compte TGA. Et donc il nous dit, cela signifie que les versements d'impôts pèsent sur les liquidités bancaires. Plus les recettes fiscales sont importantes, plus la ponction est importante. Et donc il nous dit, à moins que la Fed ne réduise ou n'augmente intentionnellement son bilan respectivement par QT ou QE, la taille totale ne change pas. Au lieu de cela, l'argent est transféré entre différents comptes, vidant l'un et remplissant l'autre dans le cadre d'un échange de passifs. Alors ça, je suis d'accord, mais si l'État dépense, ça augmente forcément la taille des réserves bancaires dans le système global. Et d'ailleurs là, c'est important de le dire. Dans l'exemple ci-dessous, je verse 100 € à Tyler. Mon versement de 100$, enfin c'était pas 100€, 100$, mon versement de 100$ en dépôt entraînera une baisse de 100$ des réserves de ma banque, tandis que celle de Tyler augmentera de 100$. Parce que quand vous envoyez 100€ à votre pote, s'il est dans une autre banque, la ligne de crédit, l'écriture comptable de 100€ sur votre compte va passer sur le compte de la banque de votre pote. Enfin, ça va aller sur son compte. Mais pour garantir cet argent, il faut qu'il y ait aussi 100€ de réserve bancaire qui passe de votre banque à la banque de votre pote. Après, la banque peut aussi peut aussi envoyer un actif, par exemple, de 100€, c'est aussi possible. Ou bien, elle peut aussi dire à la banque de votre pote, est-ce que tu peux me faire crédit ? Il y a ces 3 possibilités. Lui, il parle que de ça, mais il faut savoir qu'il y a ces 3 crédits. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il dit après. Le montant total des réserves ne quitte pas le système bancaire. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est que vous pouvez blinder les banques de réserves bancaires. Vu que ça quitte pas le système bancaire, ça va pas créer d'inflation dans l'économie réelle. Or, tous les gens qui vous disent « Oh là là, la planche à billets, blablabla, ils vous expliquent jamais en quelle monnaie c'est. » Alors là, je suis pas d'accord parce qu'il dit « L'argent n'est ni créé ni détruit, il est seulement échangé entre des entités qui peuvent détenir, utiliser et régler des paiements de réserve. » Oui, mais ces entités, elles peuvent emprunter de la monnaie de banque centrale et elles peuvent la rembourser. Donc, forcément... Bon, alors je sais pas si c'est parce que c'est Google qui traduit, c'est mal traduit, mais forcément, l'argent total de monnaie de banque centrale est tout le temps en mouvement. Et donc, il vous parle du reverse repo de la Fed. Alors, le reverse repo, c'est la Fed qui prête des bons au trésor en fait, la banque va donner la monnaie de banque centrale à la banque centrale et la banque centrale, en contrepartie, va lui donner un certificat qui est garanti par un bon au trésor. Ok ? Et donc, ce qu'il vous dit, c'est que le dispositif de RRP, donc de reverse repo de la Fed, du système doit bien sûr disposer d'un solde suffisant pour répondre aux besoins de financement du trésor, blablabla. Durant les 8 années environ précédant 2021, les soldes du RRP étaient proches de zéro. Un autre passif a été utilisé. Les recettes fiscales sont
quant à elles, réglées par les réserves bancaires. Les dépôts d'un particulier quittent son compte courant ou son compte d'épargne vers le trésor, après il oublie de dire que c'est détruit, et un montant équivalent de réserve est transféré de sa banque au TGA pour régler le paiement. Et donc là c'est quand même assez important, les recettes de l'impôt sur le revenu d'avril varient d'une année à l'autre. Les plus-values réalisées ont représenté une part importante de la croissance des revenus, en particulier pour les contribuables les plus aisés. Le 1% des contribuables les plus riches a déclaré environ 26,3% du revenu brut ajusté total, dont la majeure partie est due aux plus-values sur action. Ces personnes fortunées contribuent également à environ la moitié de l'impôt sur le revenu, dont la majeure partie est liée à leurs quelques 20 000 milliards de dollars d'actions. En d'autres termes, nous pouvons dire que les recettes fiscales sont corrélées à la performance des actifs. Oui, puisque en France c'est pareil, hein, vous avez 36,5% d'imposition sur les bénéfices de vos actifs. Un rallye boursier épique verra également d'importants transferts de fonds provenant des gains en capital, ce qui signifie un jour d'impôt plus important, et donc ça peut poser problème de liquidité pour les banques. Et donc, il vous parle d'un marché haussier, après une hausse des actions, ainsi qu'une hausse des crypto-monnaies, de l'or et même des obligations d'entreprise. Il y a de bonnes raisons de s'attendre à ce que les recettes fiscales de 2025 éclipsent celles de 2022 qui ont été les plus importantes jamais enregistrées. Et par conséquent, que la baisse des réserves d'avril 2025 éclipsera celle d'avril 2022. Et donc là, il vous dit que même les allégements fiscaux et les restrictions d'activité liées à la pandémie n'avaient pas encore été totalement annulés. Invoquant le coronavirus, l'IRS et les impôts américains a proposé plusieurs solutions pour retarder la déclaration des revenus des particuliers en avril. Ces deux éléments suggèrent que sans une situation d'urgence particulière, comme le Covid, le jour de l'impôt en avril 2022 aurait été bien plus important. Et donc c'est là où on va venir avec l'histoire du repo de Théo Maugenet qui nous a dit on ne sait pas d'où ça vient, blablabla. La semaine dernière, Zero Hedge, citant Marc Cabana, a souligné la flambée des taux repo à la fin du troisième trimestre comme un signe de raréfaction des réserves et d'une crise imminente du marché. Dans mon article suivant, j'ai expliqué comment ces flambées signalent que la demande d'emprunt dépasse la capacité du marché à prêter. Ce phénomène se produit régulièrement en fin de trimestre lorsqu'un courtier habille le bilan de sa banque en renonçant à déployer des réserves dans des activités à faible marge mais à coût réglementaire élevé. C'est-à-dire que tu es dans une activité où tu prêtes, mais pas un pourcentage très 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 fort, et par contre comme les coûts réglementaires, c'est justement par exemple t'as la décote des actifs, la pondération des actifs, le taux d'intérêt de la banque centrale et tout le blablabla, le niveau des réserves obligatoires et compagnie, et c'est ça les coûts réglementaires élevés. Prenons l'exemple des prêts repo qu'il réduit pour financer ses réserves pour les autorités de régulation en fin de période, ce qui explique une flambée des taux. C'est-à-dire que les banques vont moins prêter sur le repo parce que il faut payer les impôts. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc ensuite il dit pour ensuite revenir immédiatement aux activités du repo, ramenant les taux à la baisse. Et justement, souvenez-vous de ce qu'avait dit Théo Maugenet, il a dit oh là là, en 10 heures, ou je sais plus en combien de temps, le repo, les taux avaient explosé avant de redescendre, blablabla. Ça a été assez immédiat. C'est ce qu'on vous explique ici. Mais outre la disponibilité des liquidités, la capacité du marché à prêter en pension dépend également de la capacité des courtiers à financer et à détenir des titres inscrits à leur bilan. Rappelons que dans une opération de pension classique, un courtier emprunte des liquidités à un prêteur, comme un fonds monétaire, et prête le produit à un emprunteur, comme un fonds spéculatif, à un taux légèrement supérieur. La marge bénéficiaire est minime, mais l'impact sur le bilan total est significatif.
Et donc il nous dit, en cas de pénurie de liquidité, le coût d'emprunt des bons au trésor augmente. Si la marge de manœuvre des courtiers diminue, le coût de financement des bons au trésor augmente. Ces deux exemples de hausse des coûts se traduisent par une hausse des taux de pension et il peut être difficile de les distinguer sans examiner d'autres indicateurs de rareté des réserves. C'est ce que Roberto Perli, gestionnaire de portefeuille de la Fed, a examiné le mois dernier et n'a relevé qu'un seul méritant l'attention. Et donc, il vous dit que la Fed applique un système, soi-disant, de réserve abondante, mais qu'il est impossible de savoir quel niveau de réserve est considéré comme abondant. Donc, ou alors à suggérer, donc ça c'est de la branlette intellectuelle en disant que voilà, blablabla, que voilà, c'est 10% du PIB, blablabla, que voilà, le niveau critique c'est 2700 milliards de dollars. En monnaie banque centrale. La rareté des réserves est importante car les responsables ne savent pas où se situe la LCL ou R, le niveau le plus bas confortable des réserves, avant qu'il en manque. Au sein de la Fed, on s'accorde à dire que les effets d'un bilan important sur sa politique ne sont pas pleinement compris, ce qui explique pourquoi certains membres influents préfèrent le maintenir à un niveau plus faible dans un monde idéal. Les responsables de la Fed réduisent le bilan de la Fed grâce à QT jusqu'à un point théorique où ils décident de ralentir puis d'arrêter, avant qu'en fait qu'il y ait un crash de liquidité en fait. En septembre 2022, les réserves bancaires ont chuté pour passer sous la barre des 3000 milliards de dollars. La première fois depuis le Covid, à la veille de la panique bancaire de mars 2023, les réserves sont brièvement repassées sous la barre des 3000 milliards pour la première fois depuis septembre. Le chiffre de la fin 2022 n'était qu'une façade. Et moi j'ai envie de vous dire, en reparlant de cette période-là avec mars 2023, souvenez-vous que regardez ma vidéo sur la FHLB où je vous avais dit les banques qui étaient en manque de liquidité, au lieu d'aller voir le guichet d'escompte de la Fed en disant oh là là j'ai plus assez de liquidité, sauvez-moi, ils étaient allés à la FHLB pour contracter soi-disant un crédit hypothécaire parce qu'il manquait de liquidité. Et donc en allant à la FHLB, ça permettait de masquer leur bilan comme quoi ils sont pas en faillite et donc ça leur évitait de ne pas se faire ostratiser par les autres banques. Et donc il nous dit, avons-nous atteint le seuil de tolérance au risque de crédit machin chose fin septembre 2022 puis début mars 2023? Cela signifierait que le montant réel s'élèverait à 3000 milliards de dollars, soit à deux doigts du niveau actuel. Donc ce qu'il nous dit, c'est qu'apparemment si on prend les chiffres d'avant, 3000 milliards de réserves bancaires, ce serait une grosse limite avant que ça puisse faire crasher le système. Et donc, si on regarde là de Q1 2022 à Q1 2023, le crash de mars 2023, on se rend compte qu'il y a quand même 600 milliards qui ont été injectés par la FHLB. Or là, on nous parle de... justement, en fait, si vous regardez là, 2022, là, son graphique, on était à 3800 milliards. On est tombé en mars 2023 autour de 3000 milliards. Et donc, sur les 800 milliards manquants de cette période, il y en a 600 qui ont été empruntés à la FHLB. Donc vous voyez bien que vous avez une certaine corrélation entre tout ça. Et donc grosso modo, il vous dit que 3000 milliards, c'est la limite, grosso modo. C'est ce que lui pense. Et alors il vous parle aussi justement de tous les ratios de levier de réglementation JFC, c'est-à-dire après 2008, qui lit les bilans, le plus important est le ratio de levier supplémentaire SLR. Et en fait, ça c'est un truc qui est un petit peu différent de ce qui est en Europe, parce que je vous ai déjà montré que je crois que Société Générale avait, si tu prends son bilan total par rapport à ce qu'on appelle le tiers 1 capital,
on était à 4,45%, un truc comme ça, et pour la BNP, on est autour de 4,65%, 1%, un truc comme ça. Et donc, justement, dans la réglementation américaine, on vous dit que voilà, il faut 3% plus une marge de sécurité de 2%, donc il faut au moins 5%. Et vous dit, si ce ratio descendait en dessous de ce seuil en raison d'un bilan trop important par rapport aux fonds propres de base, elle s'exposerait à des amendes, à des restrictions sur la redistribution du capital et à l'interdiction pour les dirigeants de percevoir leur bonus. Mais ça, c'est une réglementation qui est que pour les banques américaines, ça ne marche pas en Europe. Ça, faut le comprendre. Et donc, ce qui vous dit par rapport à ça, aux fonds propres et au fait d'avoir des bons au trésor dans son bilan, il vous dit que cela signifie que chaque trésor a un coût au bilan. Parce que, ok, il y a une pondération de 0%. Et justement, les fonds propres sont calculés entre ce qu'on appelle les actifs pondérés et les fonds propres. D'accord ? Donc, il me semblait, si je me rappelle de tête de la BNP, elle a un bilan total de 2700 milliards. Elle a quelque chose comme 700 milliards d'actifs pondérés. C'était après le calcul que je vous ai expliqué. Et elle a quelque chose comme 95 milliards de fonds propres tiers 1. Après, vous avez le tiers 2 et machin chose. Mais, et grosso modo, il vous faut 10% de fonds propres. Donc, c'est pour ça qu'elle déclare quelque chose comme 13 ou 14% de fonds propres, parce que grosso modo, elle a 95 milliards de fonds propres pour 700 milliards d'actifs pondérés. Mais le SLR, vous calculez le tiers 1 capital, donc les 95 milliards de fonds propres de la BNP, par rapport aux 2700 milliards d'actifs. Donc, si maintenant, la BNP achetait 100 milliards de dette française, son bilan passerait à 2800 milliards. Ses fonds propres ne changeraient pas parce qu'il n'y a pas un besoin de fonds propres en face puisque c'est 0%. Par contre, au niveau du SLR, ça ferait baisser son pourcentage de tiers 1 capital par rapport à son bilan total. Et en Europe, on s'en fout du SLR, mais aux États-Unis, il ne faut pas passer sous les 5%. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'une banque achète un bon au trésor, il y a un coût au bilan parce qu'il faut qu'elle augmente ses fonds propres pour pas passer sous les 5%. Donc cela signifie que chaque trésor a un coût au bilan et la volonté d'un négociant de tenir des marchés dépend largement des coûts de stockage. Si son bilan dispose d'une marge de manœuvre abondante, il peut facilement la financer et la conserver. Cette marge est dictée par le niveau de fonds propres de base de la banque. Et lorsque cette marge est poussée à la limite, par exemple en payant beaucoup d'impôts, le négociant facture davantage pour l'utiliser. Les prix augmentent, ce qui accroît les coûts. Cela pourrait se traduire par des taux de repo plus élevés puisque la première activité qu'ils ont tendance à délaisser est le repo de trésor. Dans un cas plus grave, cela pourrait se traduire par des écarts acheteurs-vendeurs plus importants. Et là, on vous parle, en avril 2020, une exemption temporaire de la réglementation sur les obligations du trésor visant à atténuer les tensions sur les marchés des bons au trésor liés au coronavirus a ramené le coût du bilan des bons du trésor à zéro et les banques sont devenues des acheteurs illimités. Il a fallu un événement perturbateur pour inciter les régulateurs à opérer ce changement et cette fois-ci ne fera probablement pas exception. C'est-à-dire que dans le SLR, quand on a pris le total du bilan, on a dit les bons au trésor ça ne compte pas au bilan et donc c'est comme ça qu'on repasse au-dessus des 5% et donc les banques elles peuvent acheter autant de bons au trésor qu'elles veulent, ça ne changera rien à leur bilan par rapport aux 5% de SLR. Et après il nous parle des solutions blablabla, on s'en fout. Et donc justement, ça, c'est ce que les banques ont en réserve bancaire. C'est un graphique qui est un petit peu différent du graphique, je sais plus si je vous l'avais présenté, je crois que je vous l'avais présenté
dans la vidéo le réel pouvoir des banques centrales, où dans ce graphique, je vous expliquais que la taille des réserves bancaires n'influe pas sur le taux d'intérêt. Mais dans le graphique que vous avez présenté, il est différent de celui-là parce que le graphique que vous avez présenté, c'était la masse totale de réserves bancaires dans tout le système. Là, ce que je suis en train de vous présenter, c'est ce qu'ont les banques réellement comme réserve bancaire, pas la taille du système global. Et donc, on voit quand même que de 2014 jusqu'à 2019, ça n'a pas arrêté de descendre, jusqu'à septembre 2019, où là, on est tombé très bas. Et c'est là où on a eu la crise du repo. Donc Théomogéné qui nous dit oui, on ne sait pas d'où ça vient. Là, je commence à vous donner des pistes. Et donc, il nous dit crise du repo, la BRI pointe la responsabilité des banques et des hedge funds. Les taux sur les marchés américains du repo se sont envolés à la mi-septembre. Pour la Banque des règlements internationaux, ce choc dans le marché monétaire s'explique par la réticence des grandes banques à prêter leur cash et à une augmentation des besoins de hedge funds pour financer des stratégies d'arbitrage. Bah oui, mais sauf que on était peut-être arrivé ici à un point où les banques ne pouvaient plus financer, prêter leur cash. Et donc on vous dit, oulala, en 2 jours, mi-septembre, les taux de repo sont passés de 2 à 7%, puis à 10% avant que la Fed n'injecte je sais pas combien de liquidités, blablabla. Mais comme on a vu dans la vidéo sur le coefficient multiplicateur de la dette, la Fed a proposé jusqu'à 500 milliards et les banques n'en ont pas voulu. Et après, elle s'est rendue compte que c'était plus important de prêter des collatéraux baqués sur des bons au trésor que de filer des liquidités. On en était arrivé à un point où de tête, il me semble que la Fed avait prêté jusqu'à 2800 milliards de bons au trésor, alors qu'elle en avait quelque chose comme 358 milliards dans son bilan, un truc comme ça. Donc même la banque centrale, elle aurait hypothéqué genre x8 ses propres bons au trésor. Donc après, quand vous avez des études comme vous avez présenté où vous vous dites si dans le shadow banking on reprête que entre 3 et 5 fois la dette, quand la banque centrale doit réhypothéquer x8 ses propres bons au trésor, ça veut dire que dans le marché privé, on le réhypothèque encore beaucoup plus. Et donc là, on vous disait plusieurs raisons conjoncturelles ont été avancées, comme des retraits de fonds monétaires par les entreprises pour payer leurs impôts ou le paiement par les banques de leurs achats de treasuries. Tu vois, c'est... Après, ils vous disent quand même aucun de ces facteurs temporaires ne peut expliquer de façon satisfaisante ce bond exceptionnel des taux de repo, estiment toutefois les experts de la BRI. Et donc, ils vous disaient, dans le même temps, ces grands établissements ont acheté beaucoup de bons au trésor, réduisant la part de cash qu'elles pouvaient consacrer aux opérations de repo. Ils ont donc été plutôt réticents à prendre dans leurs réserves pour alimenter le marché, d'autant qu'ils ne pouvaient plus compter à l'époque sur les largesses de la Fed qui avait commencé à réduire ses achats de titres sur le marché. Alors que l'offre de cash se réduisait, les besoins de repo pour leur part ont continué de croître très fortement. Au cours des trimestres précédents, certains acteurs comme les hedge funds ont augmenté leurs demandes pour financer des arbitrages entre les obligations et les dérivés, et blablabla. Une stratégie qui repose sur l'achat, blablabla, on s'en fout. Alors ça me fait aussi rire, comme le confirme la BRI, les injections de la Fed ont réussi à ramener le calme sur le marché, blablabla. Mais bon, en vérité, personne n'a voulu de l'argent, ils voulaient tous des bons trésors. Alors juste pour faire une petite aparté dans cette vidéo, on a aussi un article sur BNP Paribas de Céline Choulet, qu'on avait déjà montré dans la vidéo sur la FHLB, et qui quelque part reprend pas mal d'éléments de ce que je vous ai dit.
Et donc elle dit, en moyenne, au cours de l'année écoulée, les fonds monétaires américains ont déposé près de 2200 milliards de dollars de liquidités auprès de la Réserve fédérale chaque jour en échange du rachat au jour le jour de titres du Trésor détenus au bilan de la Fed, donc le reverse repo. Ces derniers mois, ces dépôts ont fortement diminué. Le 17 juillet, ils s'élevaient à seulement, entre parenthèses, 1730 milliards. En mars 2020, le choc de la Covid-19 avait déclenché un afflux important de ressources vers les fonds monétaires américains qui les avaient largement investis en titres du Trésor à court terme, donc les T-bills. En 2021, l'assèchement de l'offre de papier à court terme de bonne qualité, T-bills titre de la dette de la FHLB, a empêché les fonds de renouveler leur portefeuille et a menacé d'entraîner une offre excessive de liquidités sur les marchés d'e-repo et des swaps de change. En réactivant la facilité de reverse repo, la Fed a pu établir un plancher pour les taux de marché à court terme, incitant les fonds monétaires à lui prêter une partie de leur liquidité plutôt que de les prêter sur les marchés de pensions livrées où la demande s'était considérablement tarie. Cependant, le resserrement de la politique monétaire amorcé l'année dernière a détruit une partie de l'excédent de liquidité créé en 2020. C'est le QT. L'augmentation de la demande de financement qui en a résulté a fait grimper le taux des pensions livrées et a réduit l'attrait relatif du reverse repo. En conséquence, les fonds monétaires ont significativement augmenté leurs prêts repo aux banques, notamment via la Fixed Income Clearing Corporation. Ils ont également réinvesti dans des titres de dette FHLB, dont les prêts aux banques ont atteint un niveau record fin mars. Tiens, c'est marrant, hein, juste quand il y a eu la crise des banques américaines en mars 2023. Et dans des bons au trésor. Le compromis politique sur le plafond de la dette américaine trouvé début juin permettra au trésor d'émettre d'importants volumes de bons au trésor pendant plusieurs mois. L'appétit des fonds monétaires pour ces titres serait le bienvenu. Dans le cas contraire, des stocks des courtiers risquent de croître encore davantage et leur capacité à intervenir sur les marchés des bons au trésor se détériorera. Blablabla. Bla bla. Mais donc, quelque part, ce que vous dit Céline Choulet, c'est pas très loin de ce que je vous dis, et justement des frictions qui ont peut-être quand même créé deux crises, la crise du repo en septembre 2019 et la crise des banques américaines en mars 2023, où à chaque fois, il manquait pas mal de liquidités dans le système. Et aussi, elle parle de nouveau du rôle de la FHLB là-dedans. Donc tout ça, c'est lié, toutes ces entités, enfin tous ces événements et ces entités sont liés entre elles. D'ailleurs, juste une petite aparté, on voit quand même qu'en septembre 2019, d'un coup, il y a eu un pic de 130 milliards sur les FHLB. Mais ce qui est important de comprendre dans tout cela, c'est que on va faire quand même une grande conclusion. C'est que déjà, comme je vous ai dit, l'État est un émetteur de monnaie et ensuite, il vend une garantie. Et c'est comme ça qu'il draine pas mal de réserves bancaires dans le système bancaire, et le système bancaire a besoin de beaucoup de réserves. Parce que ensuite, quand il y a par exemple les impôts, les banques doivent donner les réserves bancaires à l'État. C'est pas vous qui payez les impôts. Votre argent est détruit et c'est les banques qui payent vos impôts. Et donc, s'il n'y a pas assez de réserves dans le système, déjà les banques elles commencent à être réticentes à acheter de la dette, ce qui va ensuite augmenter les taux d'intérêt de tout le monde. Mais en plus, ça va créer des grosses frictions dans le système monétaire, dont des flash crash comme ça, parce qu'on manque de liquidité.
Et donc, il va falloir vous arrêter avec toute cette histoire de planche à billets à la con. Parce que si on faisait comme tous les gens qui vous... Alors, je vous ai pas dit que faire 20% de déficit par an, c'est génial. Non, parce que vous avez toujours le problème de la crédibilité. Et si vous faites trop de déficit, vous perdez en crédibilité et c'est là où votre pays peut s'effondrer. C'est toujours pareil, c'est qu'une question de crédibilité. Mais si maintenant vous commencez à faire des gros excédents budgétaires, eh ben en fait, vous allez réduire drastiquement toute la liquidité dans le système bancaire et au bout d'un moment, vous allez assister à un crash total du système bancaire parce que d'une, il aura plus de liquidité et deux, il aura plus de collatéraux. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Juste pour finir, alors c'est vrai que pour cette histoire du repo, on n'a pas le fin mot du fin mot de l'histoire, mais tout ce que je viens de vous dire est déjà un gros début d'explication. Voilà. Et bien sur ce, moi les complotards, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.